Voilà, c'est comme ça. Bon, alors je disais, ceux qui nous regardent en replay, merci de le faire. Bienvenue ici. Et si il n'y a pas exactement les speakers à l'écran, c'est qu'il y a eu une petite erreur de bidouillage, mais vous ne nous en voudrez pas. J'ai toute confiance en Zoom pour que ça fonctionne correctement. Et je vous propose de commencer par le sujet pour lequel vous êtes là. Déjà, peut-être le petit cursus ou le petit programme de ce soir. On va présenter la formation Greb. On va présenter Approche Paille aussi, qui est représenté aujourd'hui par Jean-Baptiste et qui va nous parler un petit peu de l'histoire d'Approche Paille, du cursus, comment est-ce que finalement la technique Greb est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui. On va présenter les formateurs qui seront présents lors de la formation de septembre, c'est-à-dire Caroline et Christian, mais aussi Antoine, qui est aussi formateur au sein d'Approche Paille et qui va reprendre les formations avec Twiza. Et puis, on passera aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, deux choses, vous pouvez ou les poser dans les commentaires ou vous les noter quelque part pour bien vous en souvenir et puis les poster dans les commentaires le moment venu, le moment des questions-réponses. Voilà, c'est vous qui voyez. Et puis, à la fin, ben, je vais vous rappeler les liens pour s'inscrire. Ça, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà. Chat, je vous mets ici les liens si vous êtes intéressé par la formation, parce que l'idée, c'est aussi de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir concernant cette formation. Et si elle est faite pour vous, eh bien, vous pourrez le faire en suivant les liens que je viens de mettre dans le chat. Très bien. Allez, c'est parti. Jean-Baptiste, comment vas-tu? Bonjour Gauthier, merci de me donner la parole et donner la parole au nom d'Approche Pas. Et effectivement, je vais très bien. Je te remercie et ravi de participer à cet événement avec l'équipe de Twiza et de représenter Approche Paille, puisque cette année, c'est une année un peu exceptionnelle avec la technique du grêle, puisqu'il va y avoir, on a une volonté réciproque pour Twiza et pour Approche Paille de rapprocher nos pratiques et d'éviter de gérer plusieurs structures pour le même sujet. Donc, comme Twiza travaillait sur la thématique des chantiers participatifs et avait beaucoup de chantiers de construction, d'autoconstruction avec la technique du grèbe, mais approche paille faisant l'aspect formation et accompagnement, c'était presque logique que l'on fusionne un peu nos activités, donc les activités de formation, les activités d'accompagnement et puis le développement des chantiers participatifs comme étant une solution vraiment idéale pour les autoconstructeurs, à la fois de trouver un réseau et, et des gens à leur père qui autoconstruisent, mais aussi des sachants qui puissent se retrouver sous la même entité qui n'était pas forcément Approche Paille. Approche Paille, ça fait 20 ans. 20 20 ans. ans qu'on existe et ça fait 20 ans qu'on a importé donc la technique du grève en France. Ouais. Donc on a écrit le mode d'emploi qui est aujourd'hui diffusé et en cours de rédaction de la cinquième édition qui a beaucoup évolué, hein. Il y a la technique du greb originelle qui a eu la chance d'avoir toutes les expériences des autoconstructeurs, au travers aussi de tous les stages de se modifier techniquement. Et puis maintenant, on a vraiment une technique greb qui est vraiment au point et qui, au-delà de la construction neuve, s'élargit aussi à la rénovation, l'isolation thermique par l'extérieur. Ok, Euh, ok. Bah, écoute, moi déjà, je voulais te dire merci pour ce que tu as déjà pu faire, donc avec les échanges avec Twiza. Au niveau, avec je grand pense que plaisir. cette formation Greb pourrait pas voir le jour sans les apports que tu as pu fournir et tous ces échanges-là. Et Merci, merci à tous. ce parcours pourrait sûrement commencer, c'est déjà définir en deux mots je sais que c'est compliqué, mais définir en deux mots ce que c'est que la construction grecque, parce que tout le monde n'est pas à 100% familier avec ça. Et après, j'aimerais qu'on voyage 20 ans en arrière, quand tu es allé au Canada au Québec et que tu as découvert cette technique. Qu'est-ce qui t'a amené jusque là-bas? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Hmm. Ok. Bon, pour faire simple, effectivement, je l'ai suffisamment résumé durant ces 20 années pour pouvoir le faire en quelques mots, hein. C'est un système constructif
qui rassemble plusieurs matériaux, donc une ossature bois, un isolant et un mortier structurel. Et quand on construit en technique du grève, on assemble ces trois éléments entre eux, avec bien sûr des vis, des feuillards et d'autres petits éléments, des clous. Là, on a fait le tour de tous les matériaux nécessaires et on construit une paroi rectiligne pour un mur qui va intégrer des portes et des fenêtres, porter une charpente, donc il va être porteur, structurel, isolant et support d'enduit, support de bardage, support de tout ce que l'on veut à l'extérieur, puisque l'ossature est à l'extérieur. Donc, en deux mots, on construit un couloir d'une double ossature bois qui va faire la largeur, enfin une épaisseur de botte de paille. Ensuite, on va venir à couler un mortier dans l'épaisseur des montants, un mortier qui est allégé à la sciure de bois pour se faciliter le travail, pour éviter d'avoir des ponts thermiques, pour limiter la matière première utilisable. Et puis sur une hauteur de botte de paille, puis on remet une nouvelle hauteur de botte de paille et on remet une hauteur de mortier, etc. Et on monte ainsi de suite jusqu'à finir la hauteur du mur. Donc voilà, une fois qu'on réalise ces murs-là, on a réalisé un mur monolithique, quasiment indestructible, hein, pour faire simple. Je connais personne qui a eu des désordres techniques sur un mur grève, pourvu qu'il ait bien sûr suivi le mode d'emploi qui a été rédigé depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, pour nous, on considère qu'on a un retour d'expérience qui est suffisant pour se dire ça vaut vraiment le coup et les risques sont extrêmement faibles. Bon, bien sûr, on n'atteint pas le million de maisons, ce qu'il faudrait dans l'idéal pour se dire c'est une garantie maximale, mais par rapport au fait que ce ne sont pas des professionnels qui construisent, ce sont des amateurs, en tout cas des autoconstructeurs qui peuvent être pour certains professionnels, mais que sont des autoconstructeurs, donc qui partent plutôt d'une envie de faire bien les choses, malgré une absence de compétences techniques dans le monde du bâtiment, peuvent réaliser des maisons qui font un, deux niveaux, à des niveaux de performance technique et thermique supérieurs à ce que pratiquent certains professionnels du bâtiment. Donc, de ce côté-là, pour nous, c'est une réussite pour Approche Paille. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que dans les commentaires, vous voulez nous dire si vous connaissez le grèbe, si vous êtes déjà familier avec cette expression, ou si vous êtes là peut-être un petit peu par hasard? Ça peut aussi pour votre culture générale et que vous n'avez pas encore entendu parler de cette technique. Et puis, nous dire aussi si vous avez peut-être un projet à venir, si vous imaginez ou si vous envisagez d'utiliser la technique grèbe sur un projet personnel. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ça va lancer un peu les conversations et puis surtout, ça peut vous rapprocher, certains d'entre vous qui pouvaient avoir un intérêt commun Mm. dans justement dans apprendre cette technique et puis voir que vous n'êtes pas tout seul. Puis ça fait plaisir de faire du lien. C'est aussi, ça fait aussi partie de nos valeurs. OK, ça c'est sur la technique grecque, donc un mur monolithique en paille. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, non, c'est parfait. La transition est tout à fait Ouais. juste. C'est exactement OK. ça. J'imagine que tu voulais arriver sur l'historique. En tout cas, Ah, pourquoi ah, on en oui, c'est arrive ce là. qui nous Et une intéresse. chose qui est importante, c'est qu'est-ce que ça veut dire grèbe, hein, puisque le grèbe, c'est un acronyme. C'est l'acronyme du groupe de recherche écologique de la baie. La Baie, c'est une ville située sur les bords du Saguenay au nord de la ville de Québec, à 200 km au nord de la ville de Québec, donc à la limite de la forêt boréale et du Grand Nord. Et ce groupe de recherche écologique a décidé de rechercher une méthode d'autoconstruction la plus adaptée au milieu nordique. Et ils sont partis sur la technique de construction pareille et en utilisant des bois locaux. Et au Québec, il n'y a pas de gros bois, il n'y a pas des chênes comme chez nous, etc. Donc ils ont que des petites sections de bois. C'est pour ça que la technique du grèbe, c'est que des petites sections de bois. C'est parce que sur la base, tout est avec des petits arbres et la forêt boréale, c'est plutôt des petits arbres. Donc du coup, il y a une seule section de bois pour l'ossature. Et c'est le premier intérêt par rapport à l'ossature. Donc, je suis allé en 2001 participer à la construction de la maison de mon oncle et de ma tante, qui n'était, bon, à l'époque, je n'étais même pas intéressé particulièrement par le sujet. Je participais juste en tant que membre de la famille. Puis quand je suis revenu en France, et que je me suis dit, quand même, c'est quand même assez facile finalement de construire une maison. Est-ce qu'on pourrait pas le diffuser et on a construit l'extension de la maison de Vincent, celui avec qui j'ai coécrit le livre, le guide pratique en tout cas. Et,
Et on a décidé, parce que les gens se sont posés des questions, mais disons, c'est bizarre ta technique, l'ossature à l'extérieur, d'habitude c'est pas comme ça qu'on fait, l'ossature bois, mais pourquoi on coule un mortier, mais c'est quoi ce mortier? Il y a de la sûre, il y a du sable, il y a de la chaux, il y a du ciment, pourquoi? Mais attention, mais danger, etc. Et là, il y a eu plein de questions qui se sont posées, donc on s'est dit, on n'a pas le choix, qu'on rédige un mode d'emploi. Moi, je suis éducateur à la base, Vincent est instituteur, donc on avait plutôt un sens pédagogique. On s'est dit, on va rédiger quelque chose de didactique, de facile, de facilement reproductible aussi. Et c'est ce qui fait que ça a fait le succès de la technique du grève aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un mode d'emploi qui est facile à lire. C'est pas un mode d'emploi qui est ultra technique comme il peut y avoir dans le secteur du bâtiment. Et c'est parce qu'on était des amateurs quand on l'a écrit. Donc, on a rédigé en une centaine de pages. Hein. On arrive à voir comment construire les murs d'une maison avec un niveau de performance qui est aujourd'hui nécessaire éviter l'utilisation du chauffage et pour la climatisation en été, bien évidemment, ça va avec. Hein. Tu Donc, veux nous donner le nom c'est des règles pro ou c'est un livre que tu as fait parce qu'il y a les règles pro de la construction paille. Tu peux nous donner le nom du livre si c'est quelqu'un qui oui, est intéressé. oui, tout à fait. Ben, parce que les règles professionnelles, c'est vraiment comment utiliser les règles de construction paille quand on est un professionnel. Et il y a des bases qui sont intéressantes, mais sinon, alors je ne sais pas si ça marche maintenant, c'est flou. Donc, bon, je vous le dis, c'est construire en paille, le mode d'emploi de la technique du grèbe, qui est facile, enfin, vous pouvez trouver en tout cas, tapez technique du grèbe, le livre, sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez arriver directement. Donc, c'est un mode d'emploi comme si vous aviez à construire un meuble d'une grande surface. C'est-à-dire, prenez la vis qui fait telle dimension, mettez-la dans cet angle-là, vissez cette poteau avec cette lisse, et puis vous en placez un tous les 60 centimètres. Comment couler le mortier, etc. Comment faire le mélange, les dosages, et bien sûr un petit peu de littérature autour pour comprendre d'où vient, quelle est la logique, etc. Mais dans l'ensemble, c'est assez facile, et je pense que ceux qui l'ont expérimenté, je pense à Christian, Caroline, Antoine, que je connais, Bernard aussi, je pense, mais d'autres, bah, je vois pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'autoconstructeurs qui ont, voilà, ça c'est sur le site du réseau français de la construction paille. On peut le trouver aussi, bien sûr, sur le site d'Approche Paille en direct, mais aucun souci. J'ai pris le premier lien. Oui. Comme quoi, ils font une meilleure publicité que nous. Mais Nous, on fait pas de publicité, mais bon, voilà. Donc là, ça, c'est la quatrième édition. Donc, on a fait trois premières éditions, les deux premières éditions avec les dessins faits à la main sur papier calque, la troisième édition étant sur SketchUp, la quatrième édition sur SketchUp aussi, et la cinquième, elle sera encore plus complète, même s'il y a toujours la question de la construction neuve et de l'isolation par l'extérieur. ok, ok. Écoute, dans une minute ou enfin ensuite on va passer aussi la parole et présenter les autres formateurs qui nous ont rejoints. Mais avant toi, qu'est-ce qui t'a plu dans cette technique quand tu l'as découverte? Qu'est-ce que tu y as vu qui a fait que tu dédies tellement finalement tellement d'énergie? La première des choses, c'est de se dire, je peux le faire. Je peux le faire et je peux faire quoi? Je veux faire une maison qui fait deux niveaux, dont le niveau de performance et de confort, parce que moi j'ai vécu aussi au Québec en hiver dans une maison en paille construite avec la technique du grève. Quand on passe 2 jours sans allumer de chauffage et qui fait moins 30 dehors et qui fait 20 degrés dans la maison, on comprend ce que c'est que la performance thermique. Surtout quand on n'a pas allumé le poêle de masse depuis 2 jours et qu'il y a juste un rayon de soleil et que ça va venir réchauffer. Donc on comprend la pertinence de ça et on comprend la pertinence pour la lutte contre le mal bâti parce que quand on voit nos parpaings polystyrène, nos parpaings laine de verre, on est un peu déçu de ça. Et pour l'autoconstruction en particulier, quand on veut se lancer dans une autoconstruction, qu'on ne sait pas forcément faire des assemblages complexes avec des poteaux, des poutres, des tenons mortaises, des choses comme ça, construire avec la technique du grèbe et des vis, tout ça, une seule vis pour un type de vis pour toute l'ossature, une seule section de bois, la simplicité rien que de la décrire et la complexité des architectures qu'on peut réaliser avec cette technique, ça donne vraiment la possibilité d'ouvrir tous les champs de l'autoconstruction. Et pour nous, c'était vraiment essentiel de diffuser, de faire connaître cette technique-là. Alors, elle n'a pas eu forcément une super bonne presse parce que
parce qu'il y a un mortier qui contient du ciment à l'intérieur et on dit toujours, ah oui, mais le ciment, l'écologie, etc. Et en fait, simplement parce qu'au Québec, il n'y a pas de chaux hydraulique et donc la technique qui a été utilisée, c'est la technique du bois cordé, du mortier qui sert à faire du bois cordé. Donc, c'est une technique qui est aussi pratiquée en France, peu hein, dans l'ensemble. C'est maçonner des rondins de bois. Grosso modo, on utilise le même type de mortier avec de la chaux, du sable, de la sciure de bois et du ciment. Et avec des proportions efficaces, on a un mur respirant, on a un mur isolant. Et donc, ça n'a pas eu très bonne presse. Mais le deuxième point pour lequel ça n'a pas eu très bonne presse, c'est parce que il faut savoir faire l'ossature et il faut couler du mortier avec l'ossature. Donc on mélange de la maçonnerie et de la construction bois. Et ça, dans l'ensemble, les professionnels ont un peu du mal. C'est soit c'est des spécialistes de l'ossature bois, de la construction bois, soit c'est des spécialistes de la maçonnerie. Donc ça va être des enduiseurs, ça va être des gens qui vont faire des pisés, des choses comme ça. Donc rassembler les deux, ça va pour un autoconstructeur parce qu'il n'a pas cette historique, cette culture du bâtiment qui sépare un peu les corps de métier. Et il va se dire, bah, finalement, je vais m'amuser à faire du Lego avec l'ossature bois, et puis après, je vais mettre les bottes de paille, puis je vais couler le mortier, puis ça va être génial. Puis on fait plein de choses en même temps, puis après, il y aura plus que tout le reste à faire. Mais voilà, c'est un peu ça qui m'a plu, ce côté jeu aussi Constructeur et pour la technique, le porteur pour de la projet. diffuser en tout cas. Ok, ok, ok. Bah, écoute, génial. Euh, je vois Votre dans les question, du coup. commentaires que vous êtes nombreux à ne pas encore connaître assez bien le greffe. Donc, merci d'être là, parce que du coup, ça démontre beaucoup de curiosité et une disponibilité à apprendre des nouvelles choses. Donc, merci d'être là. Il y a aussi des projets qui sont en cours. Voilà, là, je pense qu'on aura des questions très pertinentes de la part de toutes les personnes qui ont déjà réfléchi à leur projet. Vous avez le livre Construire en paille qui a été posté par Antoine, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans le chat, il y a le lien. Merci Antoine pour ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc cette technique-là, on est allé à la source, c'est-à-dire que beaucoup plus à la source de cette technique en France, vous n'y arriverez pas. Et je pense que voilà, c'est quand même une super fierté de pouvoir vous présenter Ouais, ça. Autant c'est avec, super. vas-y. Et un point qui est vraiment important, ce qu'on a fait nous depuis 20 ans, c'est de pouvoir former les gens en 2 jours. Et ça, c'était essentiel parce que les autoconstructeurs, ben déjà, avant de choisir la technique qu'ils vont utiliser, des fois, ils veulent juste se former pour savoir si c'est une technique qui va leur convenir. Et donc, on a depuis 20 ans, en fait, on a trouvé la solution de former en 2 jours et une troisième journée pour pouvoir se perfectionner. Donc ça, c'était, après, peut-être il y a des ajustements qui peuvent avoir à faire parce que les coûts, etc. Enfin, il y a des ajustements qui sont liés à des modèles économiques plus ou moins viables, à voir qu'est-ce qui est possible avec Twiza et dans le glissement. Mais c'était important pour nous de se dire, un week-end, je passe un week-end, je me forme à la technique. Et ça, c'était notre fierté à Approche Paris, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, on a décidé communément de remodeler un petit peu le format de la Parfait. formation pour Ouais, c'est l'amener bien. sur 3 jours. Et la raison principale, c'était, on avait, comme dit, on a vraiment envie de mettre au centre ce côté convivial et ce côté, le rapport convivial à la formation et le rapport pédagogique qui va vraiment faire qu'on puisse mettre toute notre attention et le plus longtemps possible sur les stagiaires. Mais on va reparler de tout ça. Je pense que maintenant, je vais passer la parole à Antoine et Caroline, qui sont, pardon, pas Antoine encore, excuse-moi Antoine, ce sera pour tout à l'heure. Christian et Caroline, est-ce que, voilà, je crois que si vous dites un ou deux mots, vous devriez apparaître à l'écran. Et est-ce que vous avez envie de vous présenter, s'il vous plaît, à l'audience qui nous écoute? Eh ben, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Caroline. Je suis formatrice grève toute neuve depuis 1 an maintenant. Donc, voilà, Christian me seconde très largement et me forme, en fait, avec Vianney, son binôme historique qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, en fait, moi, je suis architecte de formation. Je suis née un peu dans le milieu du bâtiment. J'ai toujours vécu un peu dans des ambiances de chantier. Enfin, pour moi, c'est un peu mon biotope naturel. Et voilà. Donc, j'ai fait surtout en début de carrière, j'ai plutôt fait des maquettes d'architecture. Donc, je faisais des maisons, mais en 3D, mais en petit, en miniature. Et puis, voilà, j'ai vécu 14 ans en Italie. J'ai voyagé. Enfin, j'ai fait pas mal de choses.
Je suis retournée en France il y a une dizaine d'années maintenant, un peu plus même. Voilà, j'ai divagué un petit peu, j'ai fait une formation de naturopathie, ce qui m'a un petit peu plus rapproché aussi du côté un petit peu nature, écologie, etc. C'est vrai que ma formation, elle était très académique. À l'époque, on parlait de béton, de ferraille, mais on ne parlait pas de taille, clairement, et pas de bois non plus, pas tellement. Donc voilà, ça m'a permis de raccrocher les wagons au niveau de l'architecture, mais plutôt d'un point de vue écologique. Ok. Voilà, quoi dire, je suis maman de deux enfants. Et puis, Ce sera, on va pas rentrer dans tous les détails, si tu veux, de ta vie. C'était juste pour avoir non, voilà, une après, compréhension. ben, en fait, ouais, du coup, là, maintenant, j'ai construit ma maison en grèbe. Donc, j'ai découvert le grèbe il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai fait mon premier stage donc avec Christian et Vianney en 2023, mai 2023. Et puis voilà, ça m'a plu tout de suite quoi. Enfin, pour moi le greb c'était vraiment ce côté abordable, ce que disait un petit peu Jean-Baptiste tout à l'heure. On peut l'appréhender facilement, même si on n'a pas énormément de connaissances, énormément de force physique, hein. On parlait tout à l'heure des formations pour les femmes, mais voilà, ça reste quelque chose de tout à fait faisable, même seule, parce que j'ai passé des mois, des fois toute seule, à monter mes seaux de mortier, etc. Bon, ça se fait, faut le savoir. Donc Oui, voilà, parce que tu as construit ta maintenant maison ma en maison grève, est hein, donc presque du coup, c'est finie. au-delà d'aimer ou d'apprécier la technique, tu as construit ta maison en grève aussi. Oui, oui, tout à fait. On est Oui, oui. d'accord. Là, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis là, on habite dedans, on est très fiers. Enfin, moi, en tout cas, je suis hyper fière. C'était une satisfaction énorme. Voilà. C'est... Eh ben, écoute, c'est génial. Dans une minute, je te demanderai qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec ces formations-là. Qu'est-ce qui te tient à cœur de partager. Et puis pendant ce temps, bah, écoute, Christian, est-ce que tu veux te présenter aussi, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. De mon côté, moi, j'ai un parcours dans le bâtiment depuis 3 décennies. Euh, et les 20 dernières années, depuis 2002, là, je construis des bâtiments en paille. Grâce à Pascal Thépaut, qui a été un pionnier de la construction en paille à l'époque, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer chez Patrick et Brigitte Baronnet lors d'un éco-festival à Moisson-la-Rivière en 2001. Et lors d'un atelier, il nous a proposé de le rejoindre sur un chantier, sur un de ces chantiers. Donc, ce que j'ai fait quelques mois après. Et quand il m'a mis une boîte de paille dans les mains, pour moi, c'est devenu une évidence. Voilà. Donc, c'était pas du tout la technique du grèbe à l'époque, mais construire en paille, pour moi, c'était vraiment une grande découverte et une évidence pour moi. Donc, j'ai cheminé avec Pascal quelques années, jusqu'en 2005, où j'ai créé une scope de construction avec d'autres compères à l'est de Nantes. Et cette scope existe toujours. On a répondu à une bonne dizaine de marchés publics en paille à l'époque, ce qui était assez avant-gardiste, hein, même avant construire un bâtiment public, avant les règles professionnelles. Donc voilà, c'était une belle aventure avec une équipe d'architectes, etc. Donc j'ai quitté la SCOP en 2011 et puis je suis devenu ce qu'on appelle ATMO, donc assistant technique à maîtrise d'ouvrage, où là j'accompagnais des collectivités et des mairies dans la construction de bâtiments publics. Et donc, je représentais la maîtrise d'ouvrage, donc la mairie, enfin l'équipe les élus. Ok. Voilà. Et puis parallèlement, j'ai continué à accompagner les autoconstructeurs, ce que j'ai jamais cessé de faire, même à l'époque de la SCOP. Voilà, ça fait pratiquement 20 ans que j'accompagne les autoconstructeurs. À chaque fois, c'est une aventure pour moi, une aventure pour eux, j'adore à chaque fois. On commence une page blanche à chaque fois avec des autoconstructeurs et leurs projets et je les accompagne de la phase de conception à la construction en étant présent sur place. Donc, on anime des formations GREB sur les sites et on accompagne les gens, etc. Voilà.
Voilà, donc Très bien. très très riche à chaque fois et actuellement depuis 5-6 ans, entre 10, 15, 20 projets d'accompagnement tous les ans avec Vianney, mon comparse qui n'est pas là aujourd'hui, comme disait Caroline. Donc Vianney actuellement est sur chantier sur différents sites en Bretagne. Là, il doit être, je sais que cette semaine, il est à Lannion, un stage grec qui devait être animé donc au mois de juin, je crois, qui a été annulé malheureusement puisque la coordination approche paille et Twiza n'était pas terminée. Bon voilà, donc Vianney est intervenu directement personnellement sur le chantier pour encadrer Laurent, l'accompagner sur son chantier et des volontaires de chez Twiza. Et il y est actuellement toute la semaine. Voilà. Ouais, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Donc, voilà, Vianney vous s'il peut, salue et malheureusement, il ne peut pas être là. Non. c'est ça, c'est dit, s'il pouvait, il ferait un petit coucou, mais que ce serait difficile. Donc, Ouais, ouais. voilà, bah, il est là dans Voilà. nos cœurs, comme on dit. Mais Donc, écoutez, donc aussi pour donner un peu de contexte, donc là, c'est pour vous présenter, comme dit, les formateurs qui ont travaillé avec Approche Paille durant toutes ces années, et puis ouais. qui aujourd'hui ben, sont sur les formations de Twiza pour tout ce qui concerne le GREB. Et le troisième formateur qui est avec nous aussi, c'est Antoine. Antoine, est-ce que tu veux te présenter aussi rapidement, s'il te plaît? Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Je suis super content de voir autant de monde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une cinquantaine de personnes qui suivent, qui s'inscrivent aujourd'hui pour poursuivre cette formation. C'est vraiment un plaisir. Carrément. Et de voir qu'il y a eu autant de monde qui sont intéressés par cette technique du greb, qui m'a séduite aussi il y a maintenant presque 10 ans. Et donc j'ai construit ma maison en greb également après avoir cherché une technique qui me convenait pour construire ma propre maison. Et comme cela a été dit précédemment, ben, c'est une technique qui est facile et je le souligne, c'est la seule qui a un mode d'emploi pour pouvoir construire soi-même, n'est pas négligeable. Donc, ce n'est pas évident de trouver quand on est profane dans le domaine, de trouver un guide et de pouvoir essayer de s'aventurer tout seul dans cette aventure d'autoconstructeur. Donc moi, mon expérience dans le bâtiment, elle a commencé il y a 20 ans. J'ai d'abord été couvreur et charpentier pendant presque 10 ans. Puis j'ai fait une reconversion, j'ai refait des études, je suis devenu ingénieur en construction, j'ai été thermicien, puis j'ai fait des suivis de chantier en construction écologique en tout genre. Et donc de fil en aiguille, je suis tombé, comme je l'ai dit, sur la paille. Et donc voilà, aujourd'hui, bien, j'ai un bureau d'études techniques et j'accompagne des maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage qui décident de construire écologique et en paille. Je suis actuellement des projets. Je proviens du Luxembourg, ça je le souligne, où le Luxembourg est très pauvre en construction paille. Et je martèle pour le développer le plus possible. Et aujourd'hui, il y a des formations qui s'organisent pour les maîtres d'ouvrage publics et pour les maîtres d'œuvre, pour les architectes et ingénieurs dans lequel j'exerce. Et donc, dans la technique du greb, ben, c'est à peu près depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, que j'ai mis mes pieds chez Approche Paille. Non, ouais, presque 2 ans, ouais. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, merci pour tout ça. Et on va bientôt répondre aux premières questions. Il y a notamment des questions sur le liant qu'on va utiliser dans la technique du greb. Je sais que toi, tu auras aussi un retour d'expérience intéressant à nous partager là-dessus. Et puis, je vais revenir sur Caroline, du coup. Donc, je te demandais qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec ces formations-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu nous l'as dit un petit peu, mais qu'est-ce qui t'anime dans le fait de donner des formations? Ben, je crois à la base, vraiment tout simplement le fait d'avoir acquis autant de compétences et aussi, entre guillemets, facilement et de pas pouvoir les garder pour moi. Enfin, j'ai toujours besoin de partager, de faire des retours,
à chaque fois qu'on me pose une question, mais comment ça s'est passé pour toi? Et enfin, voilà. Et il y a plein de gens qui viennent vers moi pour ça. Et je me dis, mais en fait, faut que je puisse le partager aussi de manière plus cadrée. Et, euh, et voilà, donc, la formation, c'est vraiment cette occasion-là de pouvoir Transmettre. transmettre, en fait, tout ce que j'ai appris. Parce que on peut pas garder tout ça pour soi. C'est du Ouais, gâchis c'est clair, quelque part. c'est clair. Voilà. Et toi, Je le toi, vois un peu comme Christian? ça. Mm. Et Ah, ouais, parce qu'en fait, c'est cette construction, enfin, ça allie la facilité, en même temps la simplicité de la mise en œuvre, et en même temps, il y a ce côté d'écologie, d'économie, de performance. Enfin, il y a ça vraiment, ça allie tout plein de qualités. Alors, bon, il y a aussi peut-être quelques défauts, hein, mais il y a quand même quelque chose qui est de cet ordre-là. Et ça fait vraiment plaisir que d'autres puissent vraiment en profiter parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et le fait de pouvoir le transmettre, ben, c'est génial. et, ouais, et, ouais. Voilà. Et toi, Christian, qui a je ne sais pas combien de centaines de chantiers au compteur aujourd'hui. Ouais, mais c'est vrai que j'ai un cursus un peu plus long que Caroline, Donc moi, ce que puisque j'aimerais te j'ai demander, participé. qu'est-ce que, avec tout ce que tu as déjà pu voir comme chantier, quel est pour toi, quels sont les ingrédients qu'il faut rassembler? Parce qu'ici, on a des porteurs de projets qui suivent aussi Ouais. ce live et qui ont peut-être envie de voir ou de construire en grèbe. Quels sont, d'après toute cette expérience et tous ces gens que tu as pu croiser, les ingrédients qu'il faut rassembler dans entre guillemets, pour qu'un chantier soit réussi, que ce soit un chantier grèbe ou un chantier en collaboration? Quelle Qu'est-ce qu'il technique, hein. Ah ouais. Ouais, je dirais que quand j'ai participé à l'écriture des règles professionnelles de la construction en paille entre 2006 et 2012, je me suis aperçu que le bâtiment, c'était quand même un vaste, comment dire, un champ de réglementation qui était vachement riche, mais aussi complète et contraignante. Elle a porté beaucoup de contraintes. Et, et, euh, et puis derrière, après avoir évolué en tant que formateur Propage et formé des architectes, des ingénieurs, etc., donc j'ai pu m'enrichir aussi de leurs connaissances, de leurs compétences. Et parallèlement, en accompagnant des autoconstructeurs, puisque je suis formateur GREB depuis 2014, donc j'ai eu l'occasion d'encadrer au moins 200 familles, 200 projets. C'est énorme. Le, 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 Et pour toi, je l'élément dirais donc que la important, phase de conception, pour moi, la phase de conception, enfin, l'acte de construire, pour moi, ne doit pas minimiser le temps à consacrer à la phase de conception. C'est primordial. C'est au moment où on conçoit les plans techniques d'un projet, quelle que soit son importance, hein. J'ai participé à des projets de 2000, 3000 mètres carrés et des maisons de 50, 60 mètres carrés qui avaient aussi leurs propres contraintes. On a une réglementation de plus en plus contraignante avec les géorisques. On a des normalisations de plus en plus contraignantes aussi. Euh, et on y travaille. Donc, je souhaite, je profite que Jean-Baptiste soit là, espérant que cette cinquième édition pourra aborder tous ces critères techniques et faire évoluer, qui permettront d'adapter la construction grèbe, la technique du grèbe à toute cette réglementation qui nous impose d'être vraiment à l'écoute pour respecter ces réglementations. Localement, chaque projet est inscrit sur un territoire qui doit respecter les critères sismiques, des critères de vent, d'inondation, de l'argile, etc. Et donc ça impose, on donc choisit une bien se fondation renseigner pas en n'importe amont, comment. bien se Ouais, tout renseigner à en fait. amont C'est et bien vraiment, connaître la législation en voilà, vigueur dans le territoire où on tout à habite. fait. Ok, Voilà, ok. tout à fait. Et Faut tu sais bien vraiment parce que s'inscrire sur inscrire le projet sur son territoire par rapport aux réglementations qui nous sont imposées aussi et bien les connaître.
Ouais, c'est clair. malheureusement, c'est pas la partie la plus drôle, mais c'est vrai que c'est ce qui va vous permettre de gagner du Ouais, temps mais plus c'est, tard et d'éviter ça, d'avoir à défaire je pour sais pas si recommencer. c'est, enfin, pour moi, c'est une porte d'entrée qui permet de bien s'approprier son projet, en tout cas. C'est vraiment une grille de lecture qu'il faut acquérir et qui permet de bien s'approprier son projet et de bien le concevoir. Encore une fois, la phase de conception, pour moi, elle est primordiale. On se pose, on n'a pas le droit de se poser des questions au pied du mur. Tout doit être réglé avant. Et la phase de conception est là pour ça. Ok, Voilà. ok, ok. Pour Et moi, en c'est termes, important. là, je vais rebondir et puis demander à Jean-Baptiste qui a vu l'évolution justement de ces différentes techniques depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui a changé dans la mise en œuvre du GREB, que ce soit au niveau des pratiques ou au niveau législatif? Qu'est-ce qui a évolué le plus? Alors, sur l'aspect pratique, on reste quand même sur un système assez simple qui est une double ossature, des bottes de paille mises verticalement au milieu, une double ossature reliée en son centre par des feuillards métalliques, un coffrage placé des deux côtés pour couler un mortier allégé à la sciure de bois comprenant de la chaux, du sable, du ciment. Donc, ce qui a évolué, c'est pas cet aspect-là des choses. Ça va être ce qui va être un peu autour, ou alors il y a eu des expérimentations, et Antoine pourra en parler en particulier sur son projet, des expérimentations sur d'autres types de mélanges et de liants, comme tu évoquais tout à l'heure plus ou moins la question. C'est-à-dire que le ciment étant un peu le matériau du diable, comment on peut faire en sorte de s'en passer. La question, c'est, pour nous, en tout cas, la question, c'est quel matériau on utilise à quel endroit. Et c'est effectivement le matériau du diable, mais s'il n'y avait pas ce matériau-là, en tout cas, on ne pourrait pas avoir des ponts et on ne pourrait pas avoir aussi des fondations pour des bâtiments, pour l'essentiel des constructions qui sont réalisées aujourd'hui, y compris en construction écologique. Donc, la question, c'est quelle proportion on utilise, quel est son intérêt dans la construction, c'est-à-dire est-ce qu'on peut décoffrer dès le lendemain, par exemple, ça c'est intéressant, et quand on a du ciment, oui, quand on n'a pas de ciment, non. Donc, en termes de phasage de la réalisation du projet, ne pas avoir de ciment, c'est un problème. Donc, on propose deux variantes de solutions. Donc, la première, c'est avec 50-50 choix aérienne ciment, ça c'est la version originale. La version moins de ciment, c'est 1,5 de chaux hydraulique et 0,5 de ciment. Et après, il y a des solutions comme la solution plâtre qui a été utilisée par Antoine, dont il pourra parler. Certains utilisent la terre pour des situations, pour des murs grèves non porteurs. Puisqu'on demande quand même à ce qu'il soit structurant, le mortier participe à la fois à la descente de charge, à la fois à la structuration du mur. Donc, s'aventurer sur des murs en terre sur 4 cm d'épaisseur de chaque côté et dire c'est structurant, je n'irai pas jusque-là. Par contre, je sais que tout ce qui a été fait aujourd'hui, jusqu'à même des fois 3 niveaux, avec la technique grève et le mortier, le mélange chaud aérien ciment est vraiment le mortier idéal pour la mise en œuvre et pour la durabilité et pour la solidité dans son ensemble. Eh Mais oui. s'il y a de la sciure de bois à l'intérieur, bien évidemment, qui fait 60% du volume, hein, évidemment. Donc ça joue beaucoup. Ça, c'est pour les aspects de composition du mortier. Sur d'autres aspects, il y a eu des expérimentations sur remplacer les feuillards par autre chose. Il y a eu de la ficelle, il y a eu des bouts de bois, il y a eu différentes solutions. Après, c'est plutôt les fondations, c'est est-ce qu'on met une ou deux épaisseurs de lisse basse. Il peut y avoir aussi comment construire des linteaux. Les linteaux des menuiseries qui au départ étaient construits sans panneau USB, bah, avec le temps, on s'est dit tiens, si on mettait un panneau USB, permettrait d'avoir des plus grandes portées au niveau des ouvertures et du coup ça élargit jusqu'à voilà, certaines constructions. Moi j'en ai fait plusieurs avec des portées de 4 mètres sans aucun problème. Après, bien évidemment, je prends toute la mesure des choses, c'est-à-dire ne pas s'aventurer dans des calculs structures hasardeux, s'appuyer sur des compétences comme celle de Christian, par exemple, qui a suffisamment d'expérience à son actif pour savoir calculer des descentes de charge. Et donc, effectivement, on ne pose pas une grosse poutre au milieu d'une baie vitrée en se disant, bah oui, mais dans le livre du grès, il y a marqué qu'on met un panneau USB et ça tient. Non, non, on s'aventure pas sur des choses comme ça. Donc soyons précis, faisons-nous accompagner, demandons des conseils aux professionnels qui le savent.
Après, est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions? C'est plutôt sur la mise en œuvre. Ça va être sur le coulage du mortier, comment faire pour accélérer les choses, comment simplifier. Il y a eu la question de la traversée des solives du plancher qui au départ ont traversé le plancher, ont traversé le mur, les solives traversaient le mur et allaient jusqu'à l'extérieur, ce qui permettait d'avoir des balcons ou d'avoir un support pour permettre de travailler aussi en extérieur. Puis après, on pouvait recouper pour pouvoir avoir une façade droite. Et puis, en fait, avec la réglementation et notamment la réglementation thermique qui impose un niveau d'étanchéité à l'air minimum, on s'est aperçu que ça posait des problèmes à la fois de mise en œuvre, mais aussi à la fois d'étanchéité à l'air. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut expérimenter une autre façon de faire un plancher, dans la technique grève? Oui, on accroche une muraillère sur le mur et on vient se poser contre le mur, ce qui fait que le mur, il est toute longueur de la lisse basse jusqu'à la charpente. Donc ça, c'était des grosses évolutions. Mais la principale, à mon avis, c'est la question du demi-grèbe. Ah oui, pardon. Il y a des petites variantes aussi, c'est remplacer le mortier à l'intérieur ou à l'extérieur en mettant des panneaux à la place, ou les deux, ne plus avoir de mortier à couler, donc ne travailler que avec des techniques sèches, c'est-à-dire on va remplacer le mortier par un isolant et on va mettre un panneau à GEPAN par pluie par exemple côté extérieur et un panneau de finition côté intérieur par exemple. C'est des exemples, hein. Il y a, c'est en aucun cas comme ça qu'il faut faire, bah, voir ce qui existe et ce qui peut se faire. Et puis sinon, l'isolation par l'extérieur d'un mur existant, c'est pour nous, parce qu'il est l'objet de la dernière édition, c'est-à-dire grosso modo un demi-grèbe. On fait qu'une seule ossature espacée d'un demi-ballot ou d'un ballot entier en fonction de l'épaisseur d'isolation qu'on veut faire sur notre mur existant et ça qui apporte une solution parce que construire neuf, c'est super, mais c'est encore prendre du terrain alors de plus en plus on est en pénurie de sol et puis peut-être qu'il y a des bâtiments qui peuvent être réutilisés, qui peuvent être aménagés, des maisons phénix, des pavillons ou autres, et qui peuvent simplement être isolés par l'extérieur et la technique grève s'y prête tout à fait pour pouvoir faire cela. Tout à fait, tout à Voilà. fait. C'est vrai que c'est assez innovant cette technique du demi-grèbe. Elle n'est pas très répandue. Mais par contre, économiquement, c'est vraiment une solution qui est vraiment qui est très au point. Et puis voilà, bah, écoute, merci pour ça. Je vais repasser la balle à Antoine euh, pour parler un petit peu du liant qu'on peut retrouver dans la technique du grèbe. Donc pour ceux donc vous avez compris que le liant, l'importance qu'il va avoir, notamment le ciment, c'est que structurellement, pour les contreventements et pour la tenue de la construction, on va utiliser ce mur, puisque finalement c'est un complexe de murs fait en une seule fois. Donc on va l'utiliser pour qu'il ait un petit peu toutes les qualités et pour qu'il soit bien résistant. On utilise du ciment. Mais il y a eu des alternatives. D'ailleurs, la question qui revient le plus souvent, c'est souvent celle-là. Le ciment, est-ce qu'on peut le remplacer? Toi, Antoine, tu as fait cette expérience-là. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles alternatives pourraient exister? Mais avant, est-ce que tu pourrais redéfinir ou redire pour les moins avertis qui nous écoutent, pour redire clairement la différence entre une maison paille et une maison en grèbe? Alors, une maison paille et une maison en grèbe, mais en fait, ce sont toutes les deux des maisons paille avec une ossature bois. Sauf que la technique est différente puisque tout simplement on retrouve plusieurs techniques de construction paille dans la construction paille. On peut avoir une ossature centrale, des caissons, une ossature déportée à l'extérieur, au milieu ou à l'intérieur. Et on a la double ossature qui est celle du grèbe. Euh, voilà, donc la différence avec les autres, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste une technique qui est différente. Voilà. Et qui, comme Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, qui allie un mortier. Et elle, évidemment, le grèbe trouve toute sa différence là-dedans, c'est qu'on allie un peu la maçonnerie avec de la charpente pour apporter de la structure, pour apporter le côté structurel au contreventement, donc pour pouvoir assurer le bâtiment au contreventement. Et donc c'est un peu ça la différence avec la construction grève.
Ok, ok. Et donc, les alternatives justement à ce mortier, ben, en fait, on peut le trouver un peu partout. Il peut y avoir toutes sortes d'alternatives qui existent, hein. Il y en a qui font que avec de la chaux. D'ailleurs, c'est une des recettes dans le livre d'approche paille. Mais aussi une autre alternative qui a été exercée, étudiée pour vérifier le côté statique. Donc ça a été étudié par des organismes spécialisés qui vérifient, qui ont pu vérifier des valeurs qui peuvent être utilisées pour le dimensionnement d'ailleurs. Et donc, c'est la technique avec le plâtre. Le plâtre, en fait, on utilise un peu comme le fond, la recette du mortier grèbe. C'est du plâtre avec de la cire de bois, du sable et de la chaux. Donc, j'ai pu le tester. Je l'ai réalisé chez moi, sur ma propre maison. L'avantage que j'y ai trouvé, c'est que ça va extrêmement vite parce qu'en fait, il est projeté. Donc, toute la maison a été projetée en 4 jours à l'extérieur et à l'intérieur. Ok, donc au lieu d'être coffré, là, tu as pu projeter du chaussable Ouais. sciure sur le ballon. En gros, une semaine, disons. En une semaine, l'intérieur et l'extérieur étaient complètement couvertes avec l'enduit. Par contre, la différence, c'est que c'est plus cher, mais c'est plus cher sur deux points de vue. C'est que si, si vous avez, dans mon cas, j'avais pris un congé sans solde, donc du coup, les jours sont comptés. Donc les jours, tous mes jours que je ne travaille pas sont comptés comme des jours qui ne sont pas rémunérés, si vous voulez. Donc si on met ça dans la balance, par rapport à un mortier grèbe, évidemment, c'était beaucoup plus avantageux dans mon cas de le faire comme cela. Par contre, si vous avez le temps et que vous le faites après journée, vous faites votre maison après journée ou les week-ends, etc., et que vous êtes toujours rémunéré, à ce moment-là, c'est plutôt la technique avec mortier grèbe qui a l'avantage financièrement. Voilà. Alors deuxièmement, le désavantage aussi, c'est qu'il faut utiliser un équipement professionnel pour projeter l'enduit, pour pouvoir pour pouvoir réaliser ce type d'enduit. Alors on peut le faire à la main. J'ai fait des petites parties à la main, ça marche aussi, mais évidemment c'est beaucoup plus long, quoi. Voilà. Ok, ok. Je voudrais préciser quand même pour les moins aguerris que d'utiliser du plâtre et un mortier de plâtre, c'est quand même beaucoup plus technique. Je pense il faut faire attention à plus de choses, autant dans les proportions que dans la mise en œuvre. Toi, la difficulté principale que tu as trouvée, c'était quoi? C'était, il y en a eu plusieurs, hein, parce que j'ai appris la technique. Mais qui était vraiment le plus compliqué, c'était de gérer la sciure de bois dans la projection, parce que la sciure de bois avec des petits copeaux de bois dedans, ça bouche les tuyaux. Et alors, il faut vraiment avoir une sciure de bois assez fine. Contrairement au mortier grèbe où on peut avoir des copeaux de bois, c'est pas un problème du tout. Ici, on peut pas. La deuxième, c'est la chaleur. Donc en été, sous des températures supérieures à 25 degrés, ça devenait compliqué parce que le plâtre chauffe et la prise se fait encore plus vite. Donc le gros avantage du plâtre, évidemment aussi, c'est que évidemment c'est sec. Le lendemain, la prise est faite. Même pas le lendemain, c'est 2 heures après la prise est faite. Donc, par rapport au mortier grèbe où bah, il faut attendre le lendemain pour décoffrer, ici en 2 heures c'est sec. Donc là aussi, ça demande une certaine rapidité et technique pour pouvoir le mettre en œuvre. Ok, ok, ok. Voilà, mais je voulais quand même souligner que c'est pas forcément, c'est pas une technique, je pense, qu'on retrouve dans les règles professionnelles qui ont été présentées et que c'est beaucoup plus compliqué, donc ça reste encore au niveau expérimental. Donc voilà, je préfère faire quand même la précision pour ceux qui seraient intéressés. Mais en tous les cas, sachez que Antoine a son expérience là-dedans. Oui, Euh, en fait, juste une petite précision, la technique grève existe dans les règles professionnelles, hein. Il y a
Donc, elle est nommée, elle est dessinée, et il n'y a aucun problème, et y compris avec des enduits plâtres. La question des enduits, ce qu'on va lui demander, c'est sa résistance mécanique. Aujourd'hui, on sait la résistance mécanique des enduits plâtres, ça a été testé aussi, et donc on connaît la résistance mécanique qui est de 2 mégapascales et qui est suffisante pour faire le contreventement. Donc, dans le cadre aujourd'hui de la technique grep, que ce soit avec le mortier classique ou que ce soit avec le plâtre, on est tout à fait dans le cadre des règles professionnelles. De toute façon, les règles professionnelles ne couvrent pas l'aspect structurel. Ça ne couvre que l'aspect isolant et support d'enduit. Donc, Ah bah, donc merci. oui, oui, c'est une autre petite précision, c'est un autre type de DTU qu'il faut utiliser pour les enduits. Pour les enduits. Eh ben, Mm. merci pour la précision. C'était Et, et, nécessaire. et je vais même encore plus loin. En fait, les murs avec la technique du grès conventionnel a même été testé structurellement. Donc, il y a des valeurs qui sont données aujourd'hui sur un échantillon, mais aussi avec la technique plâtre. Donc, voilà. Mais la technique avec le mortier grèbe a voilà, 20 ans d'expérience ici en Europe. Donc, Voilà, il y a plus les garanties avec plus de retour d'expérience. Je vais me tourner vers Christian et Caroline. Parce que là, on va passer aux questions dans les commentaires. Je pense que vous avez tous plein de questions. Et puis, j'en ai aussi reçu en amont qu'on va essayer de traiter tous ensemble. Christian et Caroline, quelle est la question ou quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent quand vous parlez de grève ou quand vous commencez les formations? Bah, le temps, alors la technique, comment dire, le mélange et le dosage avec le ciment, c'est une question récurrente et la plupart des gens, avant de participer à des formations grèbe, ont envie vraiment d'éliminer le ciment ou de trouver d'autres solutions. Effectivement, tout à l'heure, Jean-Baptiste parlait de possibilités de mettre des panneaux à l'extérieur. Je dirais un projet sur deux va vers cette solution. On est sur des panneaux à l'extérieur et ce qui permet donc de contreventer la double ossature et de mettre des enduitaires ou d'autres types d'enduits à l'intérieur. Voilà. Et donc de créer de la masse. Euh, donc ça, c'est une solution aussi. Donc ça sous-entend du bardage à l'extérieur, hein, sur les panneaux avec un pare-pluie, ou un vide d'air et de nouveau un panneau qui va recevoir son enduit. Donc voilà, ça peut complexifier si on doit avoir des enduits. Euh, Après, les questions qu'on a souvent, c'est la liaison entre le haut de mur et une charpente, la liaison entre le plancher d'étage et le mur grèbe, et puis bah, la liaison entre le bas de mur et les différents types de fondations, qu'elles soient maçonnées ou en bois. Donc voilà, c'est assez vaste. Et on essaye de répondre au troisième jour, c'est la raison pour laquelle le troisième jour a été greffé, c'est qu'on essaye d'apporter des solutions techniques avec ce troisième jour concernant donc le plancher d'étage, donc la liaison avec le plancher d'étage, les murs avec le plancher d'étage et la charpente en tout cas. Ces 3 journées qui sont très intenses. Je regardais le chat tout à l'heure, je me baladais dans le chat et effectivement, plusieurs personnes sont surpris de savoir qu'on peut, comment dire, apprendre à construire une maison en 3 jours. Effectivement, en 3 jours, vous allez vous sensibiliser et aborder tous les points techniques qui permettront de poser une liste d'ancrage, une liste basse, monter des angles des assemblages d'angles dans les murs grèbes, des assemblages autour des menuiseries, la liste haute. Et puis, voilà, la première journée, les gens se vous voient. Au bout de quelques heures, tout le monde se tutoie. La deuxième journée, tout le monde manipule correctement une visseuse et sait visser et sait larder une vis dans les montants d'ossature grèbe sans aucun problème. Donc c'est voilà. Et c'est surtout le plus important au-delà d'une certaine maîtrise manuelle qu'on découvre chemin faisant pendant les 2 jours. C'est surtout que les gens prennent confiance en eux et comment dire, valident des points techniques
pendant ces 2 jours par rapport à leur propre projet. Jusqu'à même remettre en question certaines orientations de leur projet pour les simplifier ou l'envisager autrement. Vous aménagez. Voilà, la distribution, les aménagements, les départs de cloison par rapport comment dire, au mur grèbe, les descentes de charge. Moi, j'ai un projet sur deux. À chaque fois, de toute façon, on part sur une paille blanche, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai eu l'occasion d'avoir des descentes de charge comment dire, d'une panne faîtière, une descente de charge de 10 ou 12 tonnes qui descendait au rez-de-chaussée sur le linteau d'une baie de 4 mètres. Et donc, il faut gérer ça. Et donc, ben, voilà, au fil des expériences qu'on a vécues avec des projets et les autoconstructeurs, on a de plus en plus de réponses. On a une grille de réponses qui est très, très large. Mais voilà, j'en reviens et j'insiste, la phase de conception est vachement importante. On n'a pas le droit, enfin en tout cas moi je me donne pas le droit de mettre en échec un couple dans son projet d'autoconstruction et donc je les accompagne dans cette prise de responsabilité qu'ils doivent prendre dans leur projet en étant vraiment les acteurs de leur projet en toute conscience et les acteurs de leur projet et aussi les constructeurs, donc ils sont à la fois maîtres d'œuvre et constructeurs et artisans. Donc voilà, ça fait plusieurs casquettes et plusieurs métiers. J'ai un couple d'autoconstructeurs sur deux qui font leur propre fondation. Et au départ, une truelle, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, et on y va. On y va. Et c'est l'aventure à chaque fois, hein, mais voilà. Et quand on arrive sur le chantier, eh ben, en 2 ou 3 semaines, on a sorti la fondation de terre. Ça a été le cas avec Laurent l'année dernière où on a fait une énorme dalle en radier de 170 mètres carrés. C'est énorme. Et voilà, bon, on l'a fait tous ensemble. J'avais 6 stagiaires avec moi d'un centre de formation à qui j'ai proposé de venir sur ce chantier parce qu'il y avait une curiosité technique intéressante pour eux. Et donc, voilà, en 2 semaines, même pas en 2 semaines, on a sorti la fondation et sur mise à port avec 30 centimètres de mise à port, etc. Donc voilà, on a plein de solutions techniques à proposer, mais il faut pas le faire n'importe comment. Voilà. Voilà, donc à la question, est-ce qu'on peut... Bah déjà, il y a la fierté, hein, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a réussi, il y a cette grande fierté, mais à la question, est-ce qu'on peut apprendre à faire une maison en 3 jours? C'est sûr qu'il faut à peu près 3 maisons pour apprendre à faire une maison. Donc en 3 jours, on essaye, les formateurs essaieront de vous apporter quand même les grandes bases. Et comme tu dis très bien, Christian, est-ce qu'il ne faut pas revoir certains Yes. points? Et ça, c'est important de le faire au début, plutôt que de se rendre compte et de réaliser à la fin qu'on est parti dans une mauvaise direction. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous poser les questions qui ont été partagées, qui ont été posées en amont par les personnes qui se sont inscrites. Donc, ce pas les questions qui sont dans les commentaires, mais on viendra dessus. Et puis, je vous laisse répondre. Voilà. Ceux qui souhaitent répondre peuvent prendre la parole sans problème. Il y en a pas mal, donc on essaie d'être concis et puis d'apporter voilà, toute l'information nécessaire de la manière la plus utile possible. Alors, comment est-ce qu'on dimensionne les sections et les portées, puisqu'on en parlait, de la structure bois? J'ai plus le nom de qui a posé la question, mais On est sur quel Non, c'est pas le chat, c'est dans là. le chat? Ah, c'est on pas n'est dans on le est pas chat. dans le chat, non, c'est à l'inscription, vous pouviez ceux qui s'inscrivaient D'accord. pouvaient laisser les questions. Ah ouais. Bah, Ouais. la Tu veux question, répondre, Antoine? je peux, ouais, si tu veux. La question, Hmm. en fait, c'est déjà s'aventurer seul sans connaissance, c'est un peu audacieux. Donc en général, c'est soit un charpentier, soit un ingénieur qui le Une fera. souris. Et comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, en fait, il y a les normes Eurocode, l'Eurocode 5 sur le bois qui permet de calculer tout ça. Ok, Hmm. ok. Il y a des sections dans des bouquins qui donnent des portées avec des tableaux, La BAC. Hmm. des abacs, oui, qui peuvent un peu Hmm. aider, évidemment en se faisant bien accompagner et en se faisant bien conseiller au risque d'avoir des problèmes. Ok. Je Hmm. rajouterais un petit point sur la question de calcul de structure concernant la technique du grèbe en elle-même, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a le calcul de structure nécessaire pour les charpentes,
ou pour les linteaux, où on a besoin de connaître Effectivement. les descentes de charge pour pouvoir Mhm. savoir quelle est la portée ou la distance d'un soulivage, la distance, l'écartement de chaque poutre, ou une Mhm. poutre de refend, ou une charpente, une ferme, etc. Là, on a besoin de faire des calculs de structure. Pour la technique du grèbe en elle-même, c'est-à-dire pour le mur en lui-même, on a le mode d'emploi nous permet de nous passer de calculs de structure tant qu'on reste dans le cadre du livre, c'est-à-dire un bâtiment du type maison unifamiliale simple sur un, deux, voire deux niveaux et demi en autoconstruction, si on respecte l'ensemble des conditions, des descentes de charge sont reprises en main par l'ensemble de la structure, le bois et le mortier. Donc là, sur cet aspect-là, en tout cas technique du grève, on n'a pas de calcul à faire dans le cadre de maisons unifamiliales. Sur les calculs de charpente, les calculs de solivage ou les calculs de portée de linteaux de fenêtre ou de baies vitrées, là, on a besoin d'avoir un calcul minimum à faire. Et là, vous avez bien répondu, Antoine et Christian, sur ce sujet, puisqu'il existe des abacs et Tout à des... fait. Ok, Il y a ok. le Et d'une Genebook, hein, manière générale, Arwedi. quelles, Ouais. quelles sont les sections qu'on va retrouver le plus souvent Sur l'ossature Ah grève, ben, sur l'ossature grève, oui, en elle-même, pas forcément sur la. Ossature grève, c'est une seule section pour toute la maison. Donc, c'est du 4 centimètres par 10 centimètres. C'est une seule section de bois. C'est-à-dire, quand on commande son bois, on sait qu'on a X mètres carrés de mur à faire. On sait qu'on a besoin de 2 mètres cubes de bois en 10 par 4, de 2 mètres 50 de long. Et on fait tout avec ça. On n'a pas deux sections différentes. Par contre, effectivement, dès qu'on va prendre le solivage ou la charpente ou certaines sections de portée ou des pergolas, des choses comme ça, il faut calculer les structures, il faut connaître la descente de charge, etc. Donc là, on a besoin de faire des calculs spécifiques. Mais pour la technique du grêle, c'est une seule section de bois pour l'ensemble de la maison. Après, il y a des variantes. Je sais que Christian a utilisé quelques autres types de sections de bois dans le cadre de linteau. Et ça s'est fait aussi à l'Éco-Hameau de la Baie, au Québec, où on a utilisé non pas des 4 par 10, mais des 4 par 12 ou des 4 par 16, c'est-à-dire augmenter les sections pour se rassurer. Et moi, j'aime bien dire aux autoconstructeurs, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez la taille au-dessus. Oui. hmm. C'est, Tout à à mon fait. avis, c'est plus rassurant pour un autoconstructeur de se dire, ah, mais est-ce que c'est suffisant ça? Si t'es pas sûr de toi, prends la taille au-dessus. Ok, Hmm. ok, génial. Mais voilà, en tout Ouais. cas, ça répond bien à la question et Je c'est très dirais que important en termes de fourniture de pouvoir n'avoir qu'une seule section à commander, ça facilite beaucoup la hmm. vie. Ah ouais. Moi, je rajouterais par rapport aux sections de bois, effectivement, la section historique du grèbe, c'est le 4-10, hein, le 4 par 10. Mais au travers de l'expérience de différents projets, soit au bord de la mer, donc très proche de la mer, avec des littorales, avec des vents à 180 ou 200 km/h, on est obligé de revoir certaines liaisons de bois dans les zones sismiques de niveau 4, on est obligé de rajouter, de renforcer les assemblages en bois grèbe. Mais ça, systématiquement, de toute façon, la réglementation à partir de la zone sismique 3 en France, on est obligé de joindre une étude de contre-rendement au permis de construire. Donc, zone sismique 3 et zone sismique 4. Et maintenant, par rapport à certaines zones de littoral avec des forces de vent très très fortes. C'est le cas chez Laurent à Lannion, où il est à quelques centaines de mètres enfin à côté de Lannion, à quelques centaines de mètres de la mer, avec des bourrasques à 200 km/h. On a fait faire une étude de contre-ventement par Anaïs de Bois-Racine, donc qui fait partie de Racine Bois, pardon, le bureau d'études Racine Bois qui fait partie de Approche paille. Twiza, donc une pro D'approche qui fait paille. partie de Twiza, et d'approche paille aussi, ouais, ouais, tout à fait. Et donc systématiquement, on l'a fait travailler quand il s'agit d'avoir des compléments en termes d'études, des compléments par rapport à des contraintes techniques spécifiques. C'est vachement important. Voilà. Ok. Bah, alors, merci pour la Voilà. réponse très complète.
On a beaucoup de questions, donc les prochaines, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, pour pouvoir traiter un petit peu tout, on va essayer d'être un petit peu plus concis. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais jamais comment dire ça parce que je sais que quand on parle à des passionnés, il y a toujours tellement de détails et de choses à apporter. Mais voilà, écoutez. La prochaine question, c'était pour construire une construction à étage, faut-il construire toute la structure bois plus toit, puis remplir, ou procéder étage par étage? Qui veut la prendre? Tu veux répondre, Jean-Baptiste, ou Oui, vas-y. bah la réponse est simple, hein. On construit l'ossature, on couvre, on se protège et on travaille à l'abri pour faire le remplissage. Je crois que c'est une réponse qu'on aurait tous, les formateurs de la technique du grève. Mais même si par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est quand on fait un stage, on n'a pas le temps de construire toute l'ossature pour commencer à remplir. Donc, ce qu'on apprend en stage en termes de déroulé d'apprentissage, c'est parfois différent de ce qui se passe sur un chantier, mais en général, on précise que On là, on précise, ouais. apprend la mise en œuvre et on protège avec des bâches l'ossature et le mortier. Mais en tout cas, dans un projet de construction, effectivement, on va monter toute l'ossature, les deux niveaux, faire la charpente, mettre une protection du chantier et se mettre à l'abri pour travailler, faire le remplissage paille. Mm. C'est ça. Donc, quel type de pose de fenêtre est préconisé sur les murs grèves? Est-ce qu'il y en a qui sont plus adéquates que d'autres? Applique intérieur, extérieur, tunnel? Question? Alors, si je Toutes peux, les façons. ouais, je peux intervenir? Vas-y, Ouais. vas-y. Alors, la pose des menuiseries, c'est vraiment un champ un champ technique, un lot technique qui est vraiment spécifique. À une époque, avec l'approche paille, il y avait une formation spécifique de pose de menuiserie. C'était vraiment intéressant. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de relancer cette formation avec Twiza. En tout cas, d'un point de vue thermique, plus la menuiserie est au nu extérieur, moins on aura de déperdition. Donc thermiquement, c'est prouvé. Scientifiquement, ça se calcule. Après, si vous avez des volets roulants, eh ben, il faudra reculer la menuiserie de l'épaisseur du cadre du volet roulant. Il faudra laisser la place comment dire, au guide du volet, etc. Euh, donc il y a plein d'aspects qu'il faut définir. Alors techniquement, s'il y a une autre évolution que je propose de plus en plus maintenant, dans le cadre de la pose des menuiseries, on évite que les menuiseries, quand elles sont reculées dans l'épaisseur du mur, on évite que les menuiseries soient fixées dans les entretoises entre l'ossature intérieure et extérieure. Et donc, on augmente la section du précade de menuiserie de l'ossature extérieure pour que la menuiserie, même si elle recule de 15 cm ou de 10 cm, soit quand même fixée dans un massif rigide. Et donc, en tout cas, on évite les vibrations et on s'assure une bonne fixation. Voilà. Alors, c'est bien sûr, c'est une pose en tunnel. Hein, on n'est plus en applique par l'intérieur et j'ai pratiquement en dehors des murs rideaux où on pose des menuiseries en applique extérieure. Là, on est sur une double ossature grèbe. On est en pose en tunnel. Voilà. Ok, ok. Je passe à la prochaine question qui traite plus définition. Est-ce qu'on peut appliquer, alors là, on parle d'un enduit terre-paille, mais on va dire enduit terre-paille ou plutôt un enduit terre ou chaud-chanvre sur l'enduit grèbe. Et puis, comment est-ce qu'on gère les montants d'ossature? Alors, Est-ce que, tiens, Antoine, tu tu peux veux expliquer nous- ton expérience, notre expérience sur la maison qu'on est en train de terminer là. Oui, 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 bah, on peut tout à fait mettre toutes sortes d'enduits après sur un mur grève, il n'y a pas de souci. Après, ça va être des questions esthétiques ou autres, mais en fait, À l'intérieur, hein. à l'intérieur, on peut mettre de la terre, de la chaude, ce qu'on veut, terre paille, chauchant, pourquoi pas. Simplement, il va falloir tramer au niveau du mur, il va falloir poser une trame, donc soit en fibre de verre, soit nous ici, on a mis une trame En toile de en jute. toile de jute, voilà, Voilà. qu'on a marouflé dans notre corde enduit avant de faire la finition. Voilà, ça, c'est une option et franchement, on n'a aucune fissure. Ah Zéro. ouais.
Et en extérieur, plutôt préconisé un chaussable Tout à fait. pour les intempéries, voilà, qui va être plus résistant à la terre. Pas trop préconisé en extérieur, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Non, 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 c'est c'est pas pas. Oui, préconisé. effectivement, il y a des règles. Il y a des règles Ah, sur les enduits extérieurs. En tout cas, il y a une nécessité d'empêcher à l'humidité de rentrer à l'intérieur, puisqu'on a, si on a l'ossature bois qui est juste derrière, donc il faut que ce soit vraiment étanche, étanche à l'eau de ruissellement. Hein. Il ne s'agit pas d'être étanche à la diffusion de vapeur d'eau. Il faut que ce soit au contraire très ouvert. C'est pour ça que tu as raison de dire les enduits chaussables, c'est vraiment tout à fait adapté. Et le principe même de l'enduit sur un mur qui alterne du mortier, du bois, du mortier, du bois, du mortier, du bois. C'est les mêmes techniques qui sont utilisées pour enduire sur les murs à colombage. Mm. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est pouvoir faire une liaison entre les différents panneaux supports d'enduit, parce que le bois n'est pas support d'enduit, et donc il faut lier les différents panneaux supports d'enduit entre eux grâce à ce que tu sois une trame, ça peut être une trame métallique galvanisée qui peut être utilisée, ou ça peut être aussi une trame une trame en fibre de verre. On décrit la technique des enduits sur grève dans le mode d'emploi. Mm. Fais une petite attention par rapport à ceux qui s'aventuraient dans le plâtre, c'est que la chaux n'accroche pas sur le plâtre. Donc, Exact. faites attention à ça. Ok. hmm. Comment tu as fait, toi, du coup, de ton Par côté, contre, Antoine? Pardon, ouais. c'est une question perso. Je- Oui, oui, oui. On peut en parler. On reste sur la technique du grèbe? On va rester sur le greffe, on va rester sur le greffe. Ouais. Alors, ici, j'ai comment traiter les ponts thermiques liés aux mortiers de contreventement et aux menuiseries et face latérale des poteaux. Enfin, est-ce qu'il y a des ponts thermiques entre les mortiers et les sections bois? Ah, ouais, Bah, il pouvait y en avoir en fait quand on mettait les menuiseries au début du grève, on posait parfois les menuiseries justement sur les entretoises entre les deux montants intérieur-extérieur. Et du coup, ça pouvait effectivement créer une sorte de pont thermique à cet endroit-là, puisqu'on avait du mortier derrière le dormant de la menuiserie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement remplacer ce mortier de ces 4 centimètres de mortier par un panneau isolant, par exemple du liège, qui va être support super d'enduit. d'enduit et qui va éviter cet effet de pont thermique. Donc, dans la largeur du mur, quoi, poser plutôt un panneau de liège plutôt que de couler un mortier. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple parce que quand on a toutes les entretoises, les petits bouts, des fois, c'est plus simple de mettre un panneau tac, dans le trou plutôt que d'aller mettre des petits bouts de banche, couler avec des petits seaux à la louche. Voilà. Hmm. Ok, ok, ok. Quel est le coût moyen? C'est la question qui revient certainement à tous les conseils de pro. Alors, pour un chantier en autoconstruction accompagné par un artisan, alors là, on lui demande pour 100 mètres carrés, mais si vous avez un autre ordre de grandeur, quel est le coût moyen constaté? Bah, c'est Ça va difficile parce dépendre qu'il de y a la. Ouais. Ouais. Non, je t'en prie, je Vas-y, t'en prie. vas-y, Antoine. Non, 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 Hmm. non, non. Mais je C'est moi voulais qui juste pose. dire que la question était, tu vas peut-être mieux répondre que moi parce que moi j'allais dire que c'est difficile parce qu'il y a la notion d'artisan qui s'intègre dedans, C'est donc on n'est ça. plus Tout à dans une fait. autoconstruction. Donc, Tout à fait. Complètement. bon, Ouais, mais t'as plus de la, retours que la moi. question, ouais, la question est vaste. Enfin, les réponses sont très vastes. On a une question ouverte là, et ça va dépendre où on positionne le curseur de l'autoconstruction dans un projet déterminé, comment la personne va être accompagnée, quelles sont ses compétences. Qu'est-ce qu'on Il y fait a faire à l'artisan Qu'est-ce aussi? qu'on fait faire à l'artisan? Voilà, quels sont les lots techniques dédiés à l'artisan, etc. Il y a tellement de choses. Là, on est en train de chiffrer un projet de 240 mètres carrés, donc un gros projet. Et on en est au chiffrage et on a 6 mois de travail pour déterminer le chiffrage correctement. Donc, Et puis, je voilà. vais dire, en fait, il n'y a pas un artisan. Il y a des artisans suivant le curseur Bien sûr. d'autoconstruction qu'on décide de placer, puisqu'il y a tous les métiers qui peuvent s'intégrer. Moi, d'après mes recherches que j'ai pu faire, j'ai vu donc des témoignages. Hein, ce sont des témoignages, ce ne sont pas je n'ai pas des chiffres avérés, mais j'ai entendu parler de maisons à 1 000 € le mètre carré. Tout à fait. Et puis, j'en ai. Ce que j'ai plutôt entendu parler, et en tout cas, moi, je parle de mon expérience hein, personnelle, je suis plutôt aux alentours de 1 500.
Mm. Et puis, je vais dire qu'en fait, ça peut aller à l'infini. Ça dépend du type de construction, ça dépend des techniques, La complexité de des la plans, complexité, de l'architecture, et on peut monter bien au-delà. Donc, voilà. Je vais rajouter un petit point, effectivement, si la maison elle est 100% autoconstruite, vous louez la pelleteuse, vous creusez vous-même, tout est grosso modo, puis la pelleteuse, enfin peu importe, mais vous faites tout vous-même, vous faites intervenir aucun artisan, on peut dire il y a que les matériaux à acheter. Donc les matériaux, c'est très peu cher au final. S'il n'y a pas besoin de compétences, et vous avez toutes les compétences techniques pour pouvoir faire l'électricité, la plomberie, les aménagements, les revêtements de sol, les revêtements de murs, les bardages, la couverture, etc. Tous ces aspects-là qui ne sont pas liés spécifiquement à la technique du grèbe, mais qui sont nécessaires dans une construction quand on veut y habiter, en tout cas. Donc finalement, peu importe la technique que vous allez utiliser sur les murs, déjà, connaissez le chiffrage de tous ces lots-là en dehors des murs. Après, je vous dirais, sur les murs techniques du grèbe, comptez 30 euros de matériaux par mètre carré de mur. Ce qui fait que 30 euros de matériaux par mètre carré de mur, vous avez une maison de 100 mètres carrés au sol, hein, grosso modo 10 par 10. Ça veut dire que vous avez 40 mètres linéaires de mur sur 2 mètres 50 pour une maison de plein pied. Donc ça fait 100 mètres carrés de mur. Grosso modo, vous avez besoin de 3000 euros de matériaux. Juste pour faire les murs. Mais là, vous n'avez rien fait, puisque vous n'avez pas fait, les fondations, la plomberie, etc., etc. Donc, Puis le vous badage. avez que les matériaux. Ouais. Bah, c'est génial. En tout cas, c'est bien complet comme réponse. Et puis, c'est vrai, c'est une question qui revient souvent et la réponse est toujours ça dépend. Oui, vas-y, Antoine. Et je précise quand même, parce que Jean-Baptiste parle bien de 30 euros le mètre carré de mur. Moi, tout à l'heure, je parlais de 1500, 1500 et l'infini Tout à fait. de mètres carrés au sol, hein. Tout à Donc fait. de mètres carrés constructibles. Ouais, Tout tout à à fait. fait, ouais. Mm. C'est deux choses C'est important. à préciser. Oui, Ouais. Tout donc, à fait. Mais Mm. moi, au travers de multitudes d'expériences, j'ai eu des prix très bas aux alentours de 700-800 euros du mètre carré, avec des projets très simples et avec beaucoup de réemploi, des matériaux récupérés, etc. Euh, Merci le Bon Coin, entre autres, beaucoup de fin de chantier, et de la récupération. Donc c'est du temps à consacrer à récupérer des matériaux, les chercher, c'est aussi du temps. Il faut pouvoir les stocker aussi. Et puis, ben, la plupart du temps, on est entre 1350, 1400 et 1500 mètres carrés, euros du mètre carré, donc habitable. Voilà, en sachant qu'actuellement, le coût au mètre carré d'une maison passive, on est entre 2800 et 3000 euros du mètre carré. Je dis une maison passive, donc une maison de très bonne qualité, répondant et faite par des artisans. Et Voilà. puis ça dépend des Donc, régions aussi, hein, parce que oui, 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 j'imagine. Après, c'est hors foncier, hein. Et hors foncier, ouais, tout à fait. Et, Ouais. et puis il y a aussi des lots Donc qui la peuvent question n'est coûter pas cher. évidente à... Non, et Pardon. puis non, non, pas de souci. Il y a un point qui est important aussi et qui va être un avantage, à l'avantage de la technique du grep, c'est la capacité de faire en autoconstruction sur deux niveaux. Ce qui fait qu'on peut réduire la surface au sol, donc les fondations et la surface de toiture. Donc on peut réduire aussi les coûts matières premières, les coûts des perditifs, etc. Et l'importance de ces deux lots-là, celui des fondations, celui de la charpente et de la couverture, qui peuvent être souvent faites par des professionnels, et en montant sur deux niveaux plutôt qu'en faisant du plein pied parce qu'on a peur, bah, la technique grep permet de réduire le coût de ces deux lots-là. Ça, c'est juste une petite parenthèse supplémentaire qui donne le petit avantage à la technique grep par rapport à d'autres techniques d'autoconstruction. Parfait. Génial. On mentionnait tout à l'heure le temps, je crois que c'est toi, Christophe, Christian. Le temps de mise en œuvre constaté en fonction du nombre de participants. Je vous laisse Ouais. là aussi une question ouverte. Alors, il y a eu une étude qui a été faite avec une étudiante, hein, Jean-Baptiste, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc sur la base il y a une quinzaine d'autoconstructeurs qui ont répondu à une série de questions. Donc ça a été conduit par Approche Paille et cette étudiante en question. Et la synthèse de cette étude, ça a été en gros entre 3 heures 60 à 5 heures 50 d'heures de travail au mètre carré de mur pour une personne. Voilà.
Donc, En c'est moyenne, 4,6 jours. voilà, pardon. En moyenne, 4,6 jours par 4 mètre carré par non, non, personne. 4,6 heures par mètre carré pour Par une personne. heure. Ah ouais. Oui. Ok, ouais, Donc, c'est pour ça. et ça comprend la construction de l'ossature, le remplissage paille, les enduits sur les deux faces. Là-dessus, si vous avez bien sûr le temps va se réduire avec autant de personnes qu'il y aura sur un chantier. Voilà. Donc c'est un calcul qu'on peut envoyer, hein, qui peut être en ligne et qu'on peut envoyer aux personnes que ça intéresse. Donc je sais pas, Jean-Baptiste, si tu l'as quelque part rangé dans ton ordinateur, si tu peux le mettre en ligne, mais c'est intéressant. Bon, on fait la L'analyse est synthèse, intéressante. on fait la synthèse de cette étude dans le livre, hein, donc où on dit Ouais, effectivement, pour résumer, grosso modo, sur le premier niveau, on est assez rapide, c'est efficace, il n'y a pas besoin de monter à l'étage, etc. On peut faire du 2 mètres carrés. À l'étage, vous avez plus de temps, il faut monter, là, etc. C'est au faut 6 heures. En moyenne, on est sur 4-5 heures 4-5 heures par homme et par mètre carré. Donc voilà, si vous avez 100 mètres carrés de mur, grosso modo, il faut compter 400 heures. Vous divisez ça par le nombre de personnes qui vont travailler sur votre chantier, ça vous donne à peu près une idée du temps pour fabriquer les murs, pour rajouter tout le reste. Hein. ah ouais, Je précise quand même parce que quand on est autoconstructeur, on est souvent très optimiste et on se dit que tout va bien aller. Tout à Mais fait. quand on est vraiment seul, on n'est pas sur les 4,6. Quand on est tout seul à travailler, ouais. on met le double du temps. Et quand on est deux, par rapport à une personne, on va 3 fois plus vite. Tout à fait. Je Tout à fait. Voilà. confirme. Et ça se Donc, vérifie. il faut bien le souligner. Donc, c'est-à-dire que les 4,6, ils sont à prendre avec des pincettes, je dirais, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne et qui est justifiée. Ok, ok. Il y a Béatrice qui demande par rapport au demi-grèbe. Donc, elle a un mur en parpaing dans une maison ossature bois. Non, j'ai des murs en parpaing contre terrier dans une maison à ossature bois, isolée avec des bottes de paille. Bon, je ne suis pas très sûr de saisir. Je me pose la question d'isoler avec un enduit terre-paille en direct, ou est-ce que la technique du grèbe pourrait mieux convenir? Donc, terre-paille ou grèbe? Est-ce que vous avez un avis, un avantage, inconvénient? Le grèbe, Ouais. Logique. Alors, ça, Ils osent ça pas va le dire, dépendre hein. si le. Ouais. C'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'exposition à la pluie absolument. et aux intempéries. C'est vachement important, ça. Et c'est un des chapitres dans les règles professionnelles de la construction en paille. C'est vachement important. Donc, ben, on évitera un terre-paille exposé au sud ou à l'ouest. Et sur ce terre-paille, en isolation par l'extérieur, il faudra faire une finition. Et une finition chaussable sur du terre-paille, ça peut être compliqué sur des façades exposées au sud et à l'ouest. J'ai plusieurs expériences de diagnostic et d'expertise sur des murs en terre-paille à l'ouest et au sud, sur du grèbe ou d'autres techniques. Et là, attention, danger. Donc voilà, moi je serais plus pour une ITE demi-grèbe, isolée en paille et avec un enduit chaussable dessus, sans aucun problème. Voilà. Ok, superbe. Les, les- il faut surtout faire attention à la pluviométrie des différentes régions, parce qu'il y a les régions du nord qui ont une pluviométrie qui est beaucoup plus importante que d'autres régions dans l'espace de la France, et il faut bien, si on suit en tout cas les règles professionnelles, on met du bardage côté ouest et on ne met pas des enduits. Ok. Ok, je passe à la prochaine question. Excusez-moi, hein, j'ai du mal à suivre les deux en même temps. J'aimerais bien être autant que possible avec vous, mais je suis en train de regarder les questions qui ont été posées. Comment prendre en compte la pose des volets roulants dans la conception Greb? Le manuel n'en parle pas du tout. Et une autre question de la même personne, la liste d'ancrage, donc l'essence, la qualité du bois, compris bande d'étanchéité, etc. Et variante coulage enduit Greb. Voilà, je comprends pas bien la question, mais déjà ça, sur la prise en compte des volets roulants.
Est-ce que... Je dirais que on va considérer le volet roulant dès la conception, encore une fois, et les positionner dans un espace qui lui conviendra, et le linteau sera au-dessus. Donc voilà, il faut vraiment chaque cadre de volet roulant est adapté à sa menuiserie et va avoir son propre volume. On va pas je dirais, une baie qui a une hauteur de 2,15 m et une fenêtre qui a une hauteur d'1,20 m aura pas du tout le même volet. Et l'espace du cadre sera pas du tout le même. Donc, chaque cas sera particulier. Il faudra savoir ce qu'on veut, comment on veut équiper chaque menuiserie, volet ou pas volet, etc. Ok. Et la problématique se pose aussi, on a une autre approche par rapport, on apporte d'autres réponses par rapport au volet abattant ou les volets coulissants. On est sur deux autres techniques de protection nocturne. Voilà. Et à chaque fois, il faut savoir. L'intérêt du grèbe, c'est qu'on a une structure en bois à l'extérieur aussi. Donc c'est vachement, c'est une chance hein, par rapport à un mob décentré à l'intérieur des enduits sur des bottes de paille à l'extérieur. Voilà, des volets coulissants, ça devient problématique. Des volets abattants aussi. Donc il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on doit faire. Ok, super. Vous avez répondu et je vous en remercie dans les commentaires, que ce soit Antoine, Jean-Baptiste et peut-être vous, Caroline et Christian, je suis pas sûr. Ce qu'on va faire, s'il vous plaît, c'est que est-ce que vous pouvez répondre à nouveau à l'oral aux questions auxquelles vous avez répondu dans les commentaires de manière concise, comme ça, tout le monde pourra en profiter. Et pendant ce temps, pendant que vous regardez pour vous préparer, je vais vous rappeler à tous ceux qui ont en tout cas un projet et qui ont envie de se lancer, excusez-moi, et d'apprendre la construction à la technique du grèbe. Vous avez ici, c'est du 5 au 7 septembre à Marisy. Voilà, donc il y a la page, je vais vous remettre le lien dans les commentaires, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page. Le plus simple, une fois que vous êtes sur la page, si vous avez une question, vous allez voir ce bouton, demander des renseignements. Donc normalement, tous les renseignements s'y trouvent. Donc c'est sur un chantier, donc sur un porteur de projet qui vous accueille sur son chantier et que vous allez pouvoir sur lequel vous allez pouvoir apprendre la technique. Et puis, si vous avez des questions sur des choses qui ne seraient pas informées dans la page, cliquez sur Demander des renseignements ici. Et ça va directement vous amener sur un formulaire où vous aurez juste à poser votre question ou à manifester votre intérêt. Bon, là, j'ai cliqué dessus, mais avec la connexion, ça rame un peu. Manifestez votre intérêt et puis moi, je vous recontacte directement derrière. Donc voilà, ça, je vais vous mettre le lien en commentaire. Je ne sais plus sortir d'ici. Aïe, on est coincé. Bon, bah, écoutez, les amis, on est coincé. Comment on fait? Hop, en tout cas, vous avez tout ça dans les commentaires, toutes les informations. Et s'il manque des choses, n'hésitez pas à me le dire. Gauthier, tiens, c'est pas très clair ci, c'est pas très clair ça. Comme ça, moi, ça me permet de mettre à jour et puis de faire en sorte que tout soit le plus Ah, ouais. compréhensible possible pour vous tous. Voilà, c'était la petite aparté. Qui a envie de reprendre les questions qui ont été répondues dans les commentaires? Moi, juste pour préciser que la technique du grèbe, elle est décrite dans Wikipédia. Donc, j'ai mis le lien. Vous tapez Wikipédia, technique du grèbe, vous trouvez. Donc, vous avez déjà un peu un historique et un peu une explication simple de ce que c'est la technique du grèbe. Si vous voulez un peu le processus de réalisation de la technique du grèbe, vous cherchez une page où c'est expliqué un peu plus. Avec Approche Paille, on a fait une page qui est sur le site internet Lowtech Lab. Vous tapez Lowtech Lab et vous avez une page dédiée à la technique du grèbe. Merci de l'avoir fait, de l'avoir fait suivre. C'est pas complet, mais en tout cas, ça permet de s'approprier. Alors après, derrière, il y a de nombreuses fiches ou tutos qui ont été réalisés, qui sont diffusés à droite et à gauche. Après, il y a beaucoup de questions qui ont été posées et qui sont pour lesquelles on a répondu
en live, donc je ne sais pas s'il y avait des points spécifiques à aborder. Est-ce qu'on peut apprendre la technique en 2 jours? Oui, mais on apprend que la technique, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas la technique, on n'apprend pas à construire une maison, on apprend uniquement la technique, pose, lisse basse, poteau, lisse haute, porte, fenêtre, coulage, remplissage, mortier, etc. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre à construire sa maison, donc on ne va pas faire les fondations ni la charpente, ça c'est d'autres formations. Et puis, est-ce qu'on peut remplacer le ciment par la chaux hydraulique? On l'a déjà abordé, mais effectivement, il existe, on peut mettre de la chaux hydraulique à la place de la chaux aérienne, mais ça ne remplace pas les performances du ciment. Et donc à ce titre-là, moi, je vous invite en tout cas à expérimenter le mortier grèbe et de voir sa qualité, même sur des maisons qui ont 10, 15 ans, vous verrez à quel point c'est efficace, à la fois en résistance mécanique et aussi en côté respirant. Voilà, je ne vais pas dire Mm. plus parce que vous avez d'autres choses à dire sur les questions qui ont Bah, été posées. Antoine, tu as répondu? Oui, bah, il y a par exemple, on demande où on peut trouver des chantiers autoconstructeurs, enfin des chantiers en cours. Ben, j'ai envie de renvoyer vers la page Tuisa. la page Euh, Louisa, ouais, tout à fait. voilà, et si vous avez, je sais pas si je Mm. peux partager mon écran. Si, a priori, oui. Hop, Ah, ouais. partager, écran, plusieurs Il participants. y a une quarantaine, il y a Ouais, 38 ou 40 c'est chantiers ça. actuellement en Twiza, Actuellement, ouais, c'est ça. enfin Greb Twiza. Donc vous allez sur le site Mm. de Tuisa, vous naviguez, vous allez trouver une carte sur laquelle vous pouvez faire une recherche, un filtre, et donc vous mettez Greb dedans, et là vous avez le nombre de chantiers Greb en cours en France Mm. Tout à fait. et ailleurs, au Et Luxembourg. ailleurs, ouais. Non, ouais. Et sur Twiza uniquement, par contre, parce qu'il y a de nombreux chantiers qui ne sont pas sur Twiza aussi. Oui, bien sûr, Ouais. Et un évidemment. petit point intéressant aussi, c'est que tout à l'heure, on évoquait la question de construire tout seul. On se rappelle bien que l'autoconstruction, c'est pas construire tout seul, hein, c'est construire soi-même, ce qui est une petite nuance qui permet de faire intervenir des gens sur son chantier. Voilà. Donc, les Tout à fait. aventuriers de la Important solitude. de le préciser, ouais, Jean-Baptiste. Mm. Alors, il y en a C'est qui même demandent, souhaitable. il y a quelqu'un, Charlotte, qui demande s'il y a moyen d'avoir un bureau d'études pour accompagner sa technique, enfin son chantier, charpente, fondation, maison grèbe, 50 mètres carrés avec étage. Ben, j'ai envie de lui dire que il y a d'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Christian, il y a euh, Anaïs de Racine Bois, ouais. Mm. voilà, et puis moi récemment également. Bah, toi aussi, ouais, bien sûr. Mm. Tout à fait. Après, il y a des bureaux d'études qui ont des compétences plus larges que d'autres. Il y a des bureaux d'études qui font pas l'étude de contentement et il y en a d'autres qui le font. Voilà. Donc ça dépend des logiciels qu'ils ont ou pas. Voilà. Ok. C'est Eh important. ben, écoutez, moi, j'ai encore une question qui n'a pas été posée en direct, mais il y a Cédric et Stéphanie qui m'ont posé la question par email. Comment proposer son chantier pour une formation? Alors, je vous laisse répondre. Avant ça, j'ai mis le lien pour aller voir les chantiers grèves qui sont sur Twiza, vous le trouverez dans les commentaires. Donc, si vous avez envie de proposer votre chantier pour une formation et puis pour finalement une formation sur site et sur votre site, comment est-ce que on peut faire? Est-ce que vous voulez répondre à ça? Alors, Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Enfin, je vois où ouais, vous ouais, ouais. allez, mais Ouais. Dans l'idéal, pour accueillir un stage GREB sur son propre futur chantier, il faudrait déjà en amont euh, effectuer un stage GREB sur le chantier de quelqu'un d'autre. Donc ça permet de se sensibiliser à la construction de son futur projet, mais aussi de s'apercevoir des contraintes que peuvent représenter d'accueillir des gens, d'accueillir 10, 12, 14 personnes. Il y a toute une dynamique autour de l'intendance, de l'hébergement, voilà, les sanitaires. Il faut organiser le terrain en conséquence. Il faut savoir s'abriter de la pluie ou du soleil, tant mieux s'il y a du soleil. Mais voilà, c'est tout ça, ça demande d'anticiper l'accueil d'un stage grême implique d'anticiper des problématiques. Et voilà, ça se fait pas en 1 ou 2 semaines. Il faut bien 1 mois et demi, 2 mois d'organisation en amont. Voilà.
Donc ça, c'est important de le faire d'une manière confortable. Voilà. Et donc, on est là pour vous accompagner avec Twiza dans le cadre d'une possible formation GREB sur un chantier GREB. Voilà, 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 voilà. Donc, pour pouvoir accueillir un stage chez soi, il faut avoir fait la formation. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. C'est important pour vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, et puis pour pouvoir offrir la meilleure expérience possible, parce que c'est aussi le but, c'est de mutuellement essayer de faire en sorte que les expériences soient les meilleures possibles. Je vous voulez pense qu'on rajouter arrive. quelque chose, Antoine et Jean-Baptiste, Non, non, mais c'est concernant c'est, les... non, non, c'est très bien tout ce que tu as dit, hein, il n'y a pas de souci. C'est au contraire, pour pouvoir mieux accueillir un stage, il faut en avoir fait un avant. Sinon, vous paniquez quand vous allez avoir les stagiaires qui vont débarquer. Donc, si vous voulez voir à quoi Hmm, ça ressemble, vivez-en un et vous partagerez encore mieux votre expérience d'accueillant. bien sûr. Personnellement, j'en ai fait deux, moi, Ouais, avant d'en Oui, accueillir oui. un. très Ouais. bien. C'est bien, Eh bien, c'est écoutez, formateur, hein. Ouais. Hmm. on arrive tout doucement sur la fin de ce conseil de pro. Ça se voit aux participants qui commencent à avoir le ventre qui gargouille. Je vois que comment dire, le nombre de participants commence à se réduire au fur et à mesure. On avait tablé voilà, sur 2 heures. C'est ça, quand on aime, on ne compte pas, donc le temps passe vite. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Je vous remercie aussi, vous, Antoine, Jean-Baptiste, Caroline et Christian. Je rappelle que ce seront les formateurs que vous retrouverez. Alors, moi, Jean-Baptiste, mais en tout cas, oh, qui sait, peut-être qu'un jour, hein, on ne Qui sait pas. sait? Qui sait? Et, mais voilà, que vous retrouverez sur les formations. Vous savez où aller regarder si vous êtes intéressé. Et quelle question est-ce qu'ils ont oublié de poser? Ce sera ma dernière question, comme ça, on l'a. Quelle question, à votre avis, on a oublié de poser dans les commentaires ou j'ai oublié de vous demander et à laquelle vous aimeriez apporter une réponse? Et ce sera le mot de la fin pour dire souhaiter au revoir à tout le monde. Ah, moi, j'ai une idée, moi. Allez, vas-y. Jean-Baptiste, peut-être non. Toi, tu Vas-y. dois, t'as toujours des meilleures idées que moi. Non, non, moi, je suis président, je ne représente que les adhérents de l'association Approche Paille et tu en es un fameux, donc vas-y. Et puis, Christian, tu as beaucoup plus d'expérience que moi, donc toi. Vas-y. Euh, ouais. J'ai l'expérience de la barbe blanche, on va dire. Euh, Bah, ce serait avec plaisir d'accueillir. Alors, avec Caroline, nous allons animer le premier stage GREB avec Twiza et Approche Paille, bien sûr. Voilà, on est dans les starting blocks. Le couple qui va accueillir ce stage, Attends, on les attends, attends, accompagne attends. depuis. Christian, j'ai dit, Pardon? quelle est la question que quelqu'un a oublié de poser et qui, pour vous, Ah, pardon, est excuse-moi. Ah importante? ouais. Quelqu'un Il n'y en a pas nous, on a forcément parlé une, des hein. prix. Je lance ça comme ça si vous vous sentez inspiré. Mais sinon, Ouais. on va clore Ah, comme moi, ça. j'en ai Ouais, une, sinon, hein. vas-y, Sinon, vas-y, j'en ai une. allez, vas-y, Antoine, tu te retiens depuis tout à l'heure. Vas-y, prends la casquette. Comment bien rater son autoconstruction en grèbe? Ne pas se Ah, former à la technique du grèbe. et ben Ouais. voilà, vous savez Alors, tout. ouais. Et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour Bien organiser son planning, ouais. Bien organiser son planning et surtout prendre des périodes pour respirer en dehors du chantier. Vachement important, ça. Mm. Et bien voilà, si vous avez d'autres questions, transmettez-les-moi et puis je ferai le fil conducteur. Merci encore à ceux qui ont été là jusqu'au bout. Merci à vous. Merci aux formateurs. Merci à Merci, Proche Gauthier. aussi Merci à pour tout. tous. Merci à Merci, tous. Lisa. Ouais. Gauthier. Bon week-end. Non, c'est trop Ouais. tôt, hein. Et C'est un bon, peu trop tôt pour dire bon week-end. bon week-end. Pardon. Et Allez, en au tout revoir à cas, bon tous. chantier grèbe à tous, hein, et bonne Ouais. découverte. Et bonne découverte et bon courage. Mm.